Je l'ai construit moi-même, le berceau, j'ai peint les murs, j'ai compté les jours. Puis, notre fille est arrivée et la salle d'accouchement m'a dit tout ce que ma femme, depuis 9 ans, n'avait jamais eu le courage de révéler. Je suis parti avec rien d'autre que la vérité. Et la vérité s'est avérée être la chose la plus dangereuse qu'elle ait jamais sous-estimée. Je m'appelle Franklin Hurst. J'ai 53 ans et je suis superviseur principal en mécanique chez Dellwood Industrial. J'y travaille depuis 19 ans, j'ai gravi les échelons en partant de l'atelier. Je sais comment fonctionnent les machines. Je sais écouter le son qui ne devrait pas être là, la vibration qui est un demi-degré décalée, la lecture de pression qui semble correcte jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. J'ai bâti ma carrière en faisant attention aux détails. Il s'avère que j'étais meilleur pour lire les machines que pour lire les gens. Colleen et moi nous sommes mariés il y a 9 ans. Elle avait 35 ans. J'en avais 44. Et oui, les gens fronçaient les sourcils. 9 ans d'écart, ce n'est pas la fin du monde, mais j'ai entendu les murmures à la réception. Qu'est-ce qu'il croit faire? Mon ami Bart m'a pris à part ce soir-là et m'a dit, à moitié en plaisantant, tu es sûr de ça, Frank? J'ai ri. J'étais sûr. Elle était intelligente, déterminée, belle de cette manière particulière qui vous fait vous sentir chanceux d'être simplement dans la même pièce. Elle avait gravi les échelons pour devenir directrice régionale du marketing chez Hardrove Consumer Group, et elle se comportait comme si elle savait exactement où elle allait. Pendant les premières années, tout allait bien. Pas parfait, rien ne l'est, mais solide. Nous avons parlé d'avoir des enfants très tôt, et la réponse honnête était, elle n'était pas prête, et j'ai respecté cela. Puis les années ont passé, et le sujet s'est adouci en quelque chose que nous n'abordions plus vraiment. Je me suis dit que j'avais fait la paix avec ça. Puis, il y a 14 mois, Colleen m'a annoncé qu'elle était enceinte. Je me souviens m'être assis sur le bord du lit, les mains sur les genoux, fixant le tapis. Elle me regardait avec cette expression prudente, comme si elle ne savait pas quelle serait ma réaction. Et puis quelque chose s'est ouvert dans ma poitrine. Quelque chose de chaud, de ridicule et de totalement inattendu. Et j'ai commencé à rire. Elle a ri aussi. Nous avons tous les deux ri. Cette façon de rire quand quelque chose vous surprend de bonne heure. J'allais être père à 53 ans. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis jeté à corps perdu là-dedans, comme je me jette dans n'importe quel projet qui en vaut la peine. J'ai passé un week-end à transformer la chambre d'amis, mesurant 2 fois, coupant 1 fois, comme mon père me l'avait appris. J'ai construit le berceau de toutes pièces. Du chêne blanc poncé aussi lisse que du verre. Chaque joint vérifié et revérifié. J'ai peint les murs d'un jaune pâle. 3 couches pour obtenir exactement la bonne teinte. Colleen s'est tenue dans l'embrasure de la porte un soir, la main sur son ventre, et m'a dit que c'était parfait. Je l'ai cru. La première petite chose que j'ai remarquée, c'était le téléphone. Colleen avait toujours été connectée. Les gens du marketing vivent et meurent par leurs appareils. Mais là, c'était différent. Elle a commencé à le porter face contre terre, incliné quand elle tapait. Des mouvements rapides, l'écran s'éteignant. Je l'ai remarqué comme je remarque un son inconnu sur le sol. Je l'ai mis de côté. Je n'ai pas agi. La deuxième chose s'est passée un jeudi de novembre. Elle est rentrée à 21h40 au lieu de son habituel 19h. Elle a dit que la Hardrove régionale Review avait traîné en longueur. J'ai hoché la tête. Ce n'est même pas le retard qui a attiré mon attention. C'est la façon dont elle l'a dit. Plate, répétée, comme une lecture, pas une conversation. Je n'ai rien dit. Je suis retourné au match que je regardais à moitié. Mais cette nuit-là, je suis resté éveillé plus longtemps que d'habitude, fixant le plafond, l'écoutant respirer à côté de moi. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Elle était enceinte de 8 mois, dirigeait une équipe exigeante, probablement épuisée. Je me suis dit que la meilleure chose à faire était d'être stable, d'être le calme. Alors, j'ai été calme. J'ai poncé les supports d'étagère. J'ai accroché les rideaux dans la chambre de bébé. Je me suis assis dans le fauteuil à bascule que j'avais ramené du sous-sol et j'ai regardé le berceau que j'avais construit de mes propres mains et j'ai pensé, c'est ça qui compte. 3 semaines plus tard, notre fille est née et la salle d'accouchement m'a révélé tout ce que Colleen ne m'aurait jamais dit. J'ai été mécanicien assez longtemps pour savoir que rien ne casse d'un seul coup. Cela commence par quelque chose de petit. Une vibration,
une lecture de température d'un demi-degré, un son légèrement faux. On peut l'ignorer. Beaucoup de gars le font. Mais la machine finit toujours par vous dire la vérité, d'une manière ou d'une autre. La vérité de Colline a commencé à apparaître dans les relevés de cartes de crédit. Je gère nos finances. Toujours. Elle ne s'est jamais opposée. Les chiffres n'étaient pas son truc. Et honnêtement, garder les comptes organisés me donnait quelque chose à faire le dimanche soir. Je le fais depuis 9 ans sans jamais trouver quoi que ce soit qui vaille un second coup d'œil. Puis, 2 semaines après le jeudi où elle est rentrée tard, je me suis assis avec 3 mois de relevés et je les ai lus. Le schéma était là, patient comme tout, attendant que je le remarque. Chaque jeudi, sans faute, des frais de dîner dans des restaurants que je ne reconnaissais pas. Pas près de son bureau, au nord. Ceci se trouvait à 40 minutes de route de Hardgrove, le parc Meridian Grill, Castillon-Westfield, un endroit appelé The Lantern dont je ne l'avais jamais entendu parler, et niché entre ses charges, des frais distincts au Belhaven Suite, un hôtel près de l'autoroute. 42$ à chaque fois, ce que je savais, après vérification, correspondait à un tarif pour une chambre de jour. Mes mains n'ont pas tremblé. Cela m'a surpris. Je me suis juste assis à la table de la cuisine avec les relevés étalés devant moi et quelque chose de froid et de très calme s'est installé dans ma poitrine. Je n'ai rien dit à Colline ce soir-là. J'avais besoin de réfléchir avant de parler, car une fois que l'on prononce certains mots à voix haute, on ne peut pas les reprendre. Je le sais. La semaine suivante, je l'ai mentionné nonchalamment au dîner. J'ai dit que j'avais remarqué des frais que je ne reconnaissais pas et je lui ai demandé si elle avait changé d'endroit pour emmener ses clients. Elle a à peine levé les yeux de son assiette. Elle a dit que l'équipe de Hardgrove essayait de nouveaux lieux pour des dîners de renforcement des relations. Elle a dit que les frais d'hôtel étaient pour un collègue qui avait besoin d'un endroit calme pour se préparer avant une grande présentation et qu'il avait mis la mauvaise carte par erreur. Elle a proposé de s'occuper du remboursement. C'était fluide, rodé, et cela aurait marché sur la version de moi d'il y a 2 mois. J'ai hoché la tête et dit, bien sûr, pas de précipitation. Puis je suis allé vérifier les relevés à nouveau après qu'elle soit allée se coucher. Les frais d'hôtel remontaient à 11 mois. 11? Ce n'était pas une erreur de facturation. Le jeudi suivant, j'ai quitté Dalewood 40 minutes plus tôt et j'ai traversé la ville. Je me suis garé dans la rue Fenwick, en face du Belhaven Suite, et j'ai attendu. J'avais un café de station-service qui refroidissait dans le porte-gobelet et la radio éteinte. À 18h22, la Honda Accord Civic argentée de Colline est entrée sur le parking de l'hôtel. Elle n'a pas regardé autour d'elle. Elle s'est déplacée comme quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois. Directement vers l'entrée latérale. Sa carte clé déjà sortie. Une Lexus bleu foncé était déjà garée sur le parking. J'ai noté le numéro d'immatriculation au dos d'un reçu. Je suis resté là pendant 2 heures. Je ne suis pas entré. Je n'ai pas appelé. Je suis resté là avec ce que je voyais jusqu'à ce que je sois sûr de ne pas me tromper. Comme on revérifie une lecture de jauge avant d'arrêter toute la ligne. Elle est ressortie à 20h47, a pris sa voiture, et rentrée chez elle. J'ai suivi à distance et suis arrivé 10 minutes après elle. Je lui ai dit que je m'étais arrêté pour prendre de l'essence. Elle était déjà dans la cuisine en train de réchauffer des restes. Détendue comme un dimanche matin, elle m'a demandé si j'avais faim. J'ai dit non. Le lendemain, j'ai appelé Bart. Nous étions amis depuis l'âge de 22 ans, travaillant tous les deux au même poste chez Carvey Manufacturing, avant que je ne monte en grade et qu'il ne passe aux ventes. Bart n'est pas du genre à enrober les choses, c'est exactement pourquoi je l'ai appelé. Nous nous sommes retrouvés au Ronnies dîner, dans un coin à l'arrière. J'ai exposé ce que j'avais découvert, les relevés, l'hôtel, ce que j'avais vu jeudi soir. Bart a écouté sans m'interrompre, ce qui n'était pas son genre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant. Combien de temps, a-t-il finalement demandé? 11 mois au minimum, lui ai-je dit. Il a expiré lentement et a regardé par la fenêtre. Puis il s'est retourné et a dit, « Frank, je dois te dire quelque chose, et je veux que tu l'entendes avant de réagir. » Il s'est penché en avant, les avant-bras sur la table. Il y a environ 2 mois, j'ai vu Colline chez Marcelo S., cet Italien sur la route 9. J'étais là avec un client. Elle était avec un homme que je ne reconnaissais pas, il a fait une pause. Il ne parlait pas d'affaires. Je l'ai regardé à travers la table pendant un long moment.
Et tu n'as rien dit. Je me suis dit que je me trompais probablement, que ce n'était pas ma place. Il m'a regardé dans les yeux. Je suis désolé, Frank. J'aurais dû dire quelque chose. Je ne me suis pas fâché contre lui. J'en ai eu envie pendant une demi-seconde, mais Bart était là, reconnaissant sa part, et cela comptait. J'ai juste hoché la tête et dit, on s'en occupera plus tard. Ce dont j'avais besoin tout de suite, c'était d'un nom. Bart, il s'est avéré, en avait un. Son client chez Marcel OS ce soir-là connaissait l'homme. Il s'appelait Darnell Okafor. Il dirigeait une société de conseil en immobilier commercial dans le quartier ouest. 38 ans, 15 ans de moins que moi, 9 ans de moins que Colin. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là, suis allé directement dans la chambre de bébé et je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, regardant le berceau que j'avais construit, les murs jaunes, l'étagère de livres que je collectionnais depuis octobre. Je suis resté là longtemps. Puis je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et j'ai commencé à faire une liste de tout ce que je devais savoir. Je n'ai jamais été le genre d'homme à chercher la bagarre. J'ai toujours cru que si vous rassembliez suffisamment d'informations d'abord, vous n'avez pas besoin de vous battre, il vous suffit d'avoir raison, et avoir raison quand cela compte vaut la peine de prendre son temps. Alors, j'ai pris mon temps. La semaine après ma conversation avec Bart, je me suis rendu à l'église communautaire de Calvary Ridge un mardi matin, avant que la foule du premier service n'arrive. Le pasteur Howard Gilliam était notre pasteur depuis 6 ans. C'était un homme posé, doux, la soixantaine avancée. Le genre de pasteur qui se souvenait de l'anniversaire de votre mère et savait quel banc vous préfériez. Colin et moi étions des habitués depuis que nous avions emménagé dans le quartier. Elle chantait dans la chorale. Je dirigeais la collecte annuelle pour les réparations des installations chaque printemps. Je l'ai trouvé dans son bureau, en train de relire ses notes. Il a levé les yeux quand j'ai frappé et quelque chose a traversé son visage, juste brièvement, juste un éclair avant qu'il ne retrouve son expression habituelle de bienvenue. Cet éclair m'a dit ce que je devais savoir avant même de m'asseoir. Franklin. Il s'est levé et m'a tendu la main. Content de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène un mardi? J'ai serré sa main et me suis assis en face de lui. Je vais vous demander quelque chose directement, pasteur, parce que je pense que vous êtes un homme qui respecte la franchise. Il s'est calé dans sa chaise et a croisé les mains sur le bureau. Il a attendu. Est-ce que Colin vous a parlé, à titre pastoral, de quelque chose qui concerne notre mariage? Le silence a duré environ 4 secondes. D'après mon expérience, 4 secondes, c'est long pour un homme honnête qui réfléchit à une question simple. Vous savez, je ne peux pas discuter de conversations privées, Franklin. Je ne vous demande pas de trahir une confidence, ai-je dit. Je vous demande de me regarder dans les yeux et de me dire que vous n'avez aucune inquiétude concernant l'état de mon mariage. Un autre silence. Il m'a regardé fixement, mais il n'a pas prononcé les mots. Un homme de Dieu. Et il n'a pas pu prononcer les mots. J'ai hoché la tête lentement. C'est ce que je pensais. Franklin, a-t-il commencé. Je ne suis pas en colère contre vous, ai-je dit, et je le pensais. Vous avez été mis dans une position que vous n'avez pas demandée. Je comprends cela. Je me suis levé et j'ai ramassé ma veste sur le dossier de la chaise. Mais je veux que vous sachiez que quoi qu'elle vous ait dit, quelle que soit la version qu'elle vous ait donnée, il y a un autre côté à l'histoire, et ce côté va éclater au grand jour. Je l'ai laissé assis, les mains toujours croisées sur le bureau. En retournant à Dalewood, j'ai senti quelque chose s'aiguiser en moi. Non pas de la colère, mais de la clarté. Le genre que l'on obtient quand la dernière pièce s'emboîte et que l'on comprend enfin la forme complète du problème. Colin avait préparé le terrain. Elle n'avait pas seulement eu une liaison. Elle avait géré la façon dont les gens autour de nous l'apercevaient, le pasteur, probablement d'autres. Elle se construisait un coussin pour tout ce qui allait suivre. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un jeune homme assis à ma table de cuisine. Colin me l'a présenté comme Tanner Brigg, 27 ans, un jeune chef de compte de son équipe chez Hartgrove. Elle a dit qu'il était passé déposer des documents de campagne qu'elle avait laissés au bureau. Il était soigné, amical, m'a serré la main avec la confiance particulière de quelqu'un qui a été coaché sur les premières impressions. Il a dit qu'il avait beaucoup entendu parler de moi. J'ai dit que je ne pouvais pas en dire autant. Après que Colin l'ait raccompagné, je suis allé à mon bureau et j'ai cherché Tanner Brigg sur LinkedIn.
Son profil était propre. Hardrove Consumer Group, 2 ans. Mais ce qui a attiré mon attention était un fil de commentaires sur un groupe de réseautage d'entreprises locales, vieux de 6 mois. Quelqu'un l'avait tagué chez Castillo & Westfield, l'un des restaurants des relevés de cartes de crédit de Colline, le remerciant d'avoir organisé un merveilleux dîner client, pas un client difficile. Le tag provenait d'une société immobilière commerciale. La société de Darnell Okafor. Je me suis calé dans ma chaise et j'ai regardé le plafond un instant. Tané Brigg n'était pas seulement un jeune collègue. C'était l'homme de la logistique. Celui qui faisait les réservations, envoyait les SMS de confirmation, s'assurait que les choses n'apparaissent pas là où elles ne devraient pas 27 ans. Il pensait probablement qu'il rendait service à sa patronne. Peut-être qu'il obtenait un peu de bonne volonté en retour. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. J'ai juste enregistré la capture d'écran et l'ai ajoutée au dossier que je construisais sur mon ordinateur portable, protégé par mot de passe, sauvegardé sur un disque dur externe que je gardais dans ma boîte à outils chez Dellwood. Cette nuit-là, après que Colline se soit couchée, je suis resté un moment dans la chambre de bébé. Les murs jaunes, le berceau en chêne, les livres alignés sur l'étagère, les tranches vers l'extérieur, par ordre alphabétique. J'avais fait ça moi-même un samedi après-midi de novembre, pendant que Colline était à ce qu'elle appelait un brunch d'équipe. J'ai pensé à ce que le pasteur Howard n'avait pas dit. J'ai pensé à Tané Brigg et à sa poignée de main confiante. J'ai pensé aux 11 mois de jeudi et j'ai pris une décision avant que cela n'aille plus loin. J'allais tout savoir, chaque pièce, chaque connexion, chaque détail. Parce que le moment venu, et il approchait, je n'aurais pas de conversation. J'aurais un dossier. 3 semaines avant son terme, Colline a accouché prématurément. C'était un mercredi soir. Elle m'a réveillé à 2 heures du matin. Des contractions, rapprochées, pas le temps d'attendre. J'ai pris son sac, l'ai emmené à la voiture, j'ai conduit au centre médical Saint-Clemens, mes mains fermes sur le volant, et mon esprit déjà en train de passer en revue les imprévus, comme toujours quand quelque chose se casse en avance. Le travail a duré 9 heures. Je suis resté dans la chambre avec elle, je lui ai donné des glaçons, j'ai parlé aux infirmières quand elles n'avaient pas envie de parler. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je lui ai tenu la main pendant les moments difficiles, et quand le bébé est arrivé, je me tenais à 2 pieds de distance. L'infirmière de la salle d'accouchement, une femme calme et efficace nommée Rita, qui avait été sereine et compétente toute la nuit, a soulevé notre fille. Et à ce premier instant, avant que quiconque ne dise un mot, j'ai observé le visage de Rita. Elle ne m'a pas regardé comme les infirmières regardent les nouveaux pères. Elle m'a regardé comme les gens regardent quelqu'un au bord de quelque chose qu'ils ne peuvent pas arrêter. Le bébé était magnifique. Elle avait une chevelure noire et fournie, de grands yeux vifs, et sa peau était d'un brun chaud et profond qui n'appartenait ni à Colline ni à moi. Je suis d'origine irlandaise et allemande, pâle comme février. La famille de Colline est finlandaise et écossaise. Il n'y avait aucune combinaison génétique entre nous qui aurait pu produire ce que je regardais. La pièce est devenue silencieuse d'une manière particulière. Le médecin traitant a trouvé quelque chose d'important dans son dossier. Rita s'est affairée avec le chauffe-bébé. La résidente près de la porte a fait un petit pas en arrière. Colline a regardé le bébé. Puis elle m'a regardé. Son visage ne montrait pas de confusion. Il montrait du calcul. Cette rapide, presque invisible recalibration que j'avais vue une fois auparavant. La nuit où j'avais mentionné les frais de carte de crédit. Juste un instant, derrière ses yeux, je pouvais la voir réfléchir à ce qu'il fallait dire. Elle n'a pas eu l'occasion. Franklin, a-t-elle commencé, d'une voix basse et prudente. J'ai besoin que tu me laisses, non, ai-je dit, un seul mot. Elle s'est arrêtée. J'ai regardé ma femme de 9 ans à travers cette chambre d'hôpital, sous la lumière grise du matin qui filtrait à travers les stores, et j'ai ressenti 9 ans de quelque chose. Pas de colère, pas de chagrin. Exactement. Quelque chose de plus froid et de plus définitif que l'un ou l'autre, qui s'installait comme un mur porteur se met en place. Je sais, ai-je dit. Je le sais depuis un moment. J'avais juste besoin d'être sûr. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Je me suis tourné vers Rita, qui me regardait avec des yeux calmes et prudents. Y a-t-il une salle d'attente à proximité? Au bout du couloir, à gauche du poste des infirmières, a-t-elle dit doucement. Je vous apporterai du café.
J'ai ramassé ma veste sur la chaise et je suis sorti. Dans le couloir, les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête et le sol grinçait légèrement sous mes bottes. J'ai trouvé la salle d'attente. 4 chaises, une fenêtre donnant sur le parking, un distributeur automatique avec un retour de monnaie cassé. Je me suis assis et j'ai posé mes mains sur mes genoux et j'ai respiré. J'avais passé des semaines à me préparer à ce moment. J'avais le dossier. J'avais Bart. J'avais un nom et un plan et un avocat que j'avais trouvé grâce à une recommandation que j'avais discrètement obtenue d'un collègue chez Dellwood dont le divorce s'était bien déroulé. J'étais prêt. Rien de tout cela n'a empêché le poids de la chose de s'abattre. Je suis resté là longtemps. Le changement d'équipe du matin est arrivé et est parti. À 7h15, mon téléphone a vibré. Bart, à qui j'avais envoyé un SMS depuis la voiture à 2h30 du matin en chemin, est arrivé 20 minutes plus tard. Quand il est entré dans cette salle d'attente, portant toujours sa veste de travail. Je n'ai rien dit. Il s'est assis à côté de moi, a regardé droit devant lui, et a dit « Dis-moi ». Alors, je l'ai fait. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant. Puis il a dit « De quoi as-tu besoin en ce moment ?»« Je dois passer un coup de fil, lui ai-je dit. Et ensuite, je dois sortir de ce bâtiment. » Il a hoché la tête une fois. Je conduis. Bart m'a ramené de Saint-Clemens à 8h40 du matin. Non pas chez moi, c'était le plan que nous avions élaboré dans la salle d'attente autour d'un mauvais café de distributeur, tandis que l'hôpital passait à son rythme diurne autour de nous. Je n'allais pas retourner à cette maison tant que Colin était encore en salle d'accouchement. J'avais besoin d'espace clair pour penser, et penser dans une maison pleine de murs jaunes de chambres d'enfants et de 9 ans de mensonges accumulés n'était pas quelque chose dont j'étais capable à ce moment-là. La chambre d'amis de Bart était simple et impersonnelle de la meilleure des manières, un lit, une commode, une fenêtre donnant sur le jardin. Aucune photo de personne. Je me suis assis sur le bord du matelas et j'ai appelé Robert Ince, l'avocat spécialisé en droit de la famille que j'avais trouvé 3 semaines plus tôt grâce à une recommandation de Dal Spruell, un ingénieur senior chez Dellwood, qui avait traversé son propre divorce 2 ans auparavant et en était sorti avec sa maison et sa dignité intacte. Ince a répondu à la 3e sonnerie. Je lui avais déjà laissé un message la veille au soir, le message, au cas où, que je m'étais dit que j'étais probablement paranoïaque d'envoyer. « Monsieur Hurst, a-t-il dit, je suppose que le bébé est arrivé la nuit dernière. »« Oui, ai-je dit, tôt et la situation est confirmée. » Une brève pause. « Êtes-vous en sécurité et en privé ?»« Oui. »« Alors parlons. » Nous avons passé 40 minutes au téléphone. Je lui ai expliqué tout ce que j'avais, les relevés de cartes de crédit organisés par date, les frais du Bell Haven Suite, le lien Tanné-Brigg, la capture d'écran LinkedIn, la photo que j'avais prise de la plaque d'immatriculation de la Lexus de Darnell au Capor depuis la rue Fenwick. Ince a écouté sans m'interrompre, a posé 2 questions de suivi précises, puis a dit quelque chose qui m'a surpris. « Vous avez fait un travail de préparation exceptionnel, monsieur Hurst. Ce que je vois ici nous donne un levier considérable sur plusieurs fronts, mauvaise utilisation des biens matrimoniaux, fraude potentielle liée à la représentation de paternité. Et nous voudrons également examiner attentivement tous les documents successoraux. » Documents successoraux. La pensée m'a frappé de côté. Dans toute ma préparation, je n'avais pas vérifié le testament. Après avoir raccroché, j'ai appelé Bart dans la pièce et je lui ai demandé de me conduire à la maison cet après-midi-là. Colin ne serait pas sorti avant au moins 36 heures. La fenêtre était propre. Nous sommes arrivés à 14h15. Franchir la porte d'entrée était étrange. Pas inconnu, mais altéré. Comme une pièce qui semble différente après que les meubles ont été réarrangés. Tout était exactement où je l'avais laissé. Et rien ne me semblait plus mien. J'ai travaillé rapidement et méthodiquement. Chambre à coucher. D'abord, les vêtements, la montre de mon père, les médailles de service de son temps à l'armée que je gardais dans une boîte en cèdre sur une étagère de placard, les documents personnels du classeur, mon acte de naissance original, mon passeport. Les papiers d'héritage de la succession de mon père qui montraient que les $180 000 d'acompte sur cette maison provenaient de ses économies, et non de fonds communs. J'ai tenu des registres méticuleux de cela, comme je tenais des registres méticuleux de tout. Une habitude qui avait semblé ennuyeuse pendant des décennies et qui valait maintenant son pesant d'or. Puis j'ai ouvert le coffre-fort ignifuge de mon bureau.
Derrière les polices d'assurance et le titre de propriété se trouvait une enveloppe que je ne reconnaissais pas récente. Le sceau avait cette qualité légèrement rigide du papier qui n'a été manipulé que quelques fois. À l'intérieur se trouvait un amendement notarié au testament personnel de Colline daté de 4 mois. Je l'ai lu 2 fois, debout dans mon propre bureau dans l'après-midi, en silence. Elle avait changé le bénéficiaire de sa police d'assurance vie. 340 000 $ de mois au bébé. Assez standard, peut-être. Mais elle avait également modifié la disposition de ses biens personnels pour tout faire passer par une fiducie familiale dont le bébé était le seul bénéficiaire, Colline étant la seule fiduciaire. En d'autres termes, si quelque chose m'arrivait, l'argent allait à l'enfant, et les biens de l'enfant seraient entièrement contrôlés par Colline. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone, j'ai remis l'enveloppe exactement comme je l'avais trouvée, et j'ai verrouillé le coffre-fort. Bart attendait dans le couloir. Il a regardé mon visage et n'a rien dit, se contentant de hocher la tête vers la porte. J'ai gardé la chambre de bébé pour la fin. Je suis resté un instant dans l'embrasure de la porte, les murs jaunes, le berceau en chêne que j'avais passé 3 week-ends à construire, l'étagère de livres, le mobile tournant lentement dans le courant d'air du couloir. Puis je suis entré et j'ai commencé à le démonter, non pas avec colère, mais méthodiquement, comme je l'avais construit, pièce par pièce, chaque partie soigneusement posée contre le mur. Le berceau a été démonté en 12 minutes. Je l'ai chargé dans le camion de Bart avec les supports d'étagère, le mobile et 3 cartons de livres. Les murs, je les ai laissés jaunes, peignez-les. Le berceau et tout ce qui allait avec. Je l'ai déposé au refuge familial des Crossroads sur le chemin du retour chez Bart. J'ai dit à la femme à l'accueil qu'il était en bon état, bien construit, qu'il devrait durer des années. Elle m'a remercié chaleureusement. J'ai dit que ce n'était rien et je suis parti avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Ce soir-là, assis à la table de cuisine de Bart, avec une tasse de café dont je ne savourais pas vraiment le goût, j'ai rappelé Ince et je lui ai parlé de l'amendement du testament. C'est exactement le genre de choses que je cherchais, a-t-il dit. Et j'ai entendu son ton changer, devenir plus concentré. Combiné à ce que vous avez déjà, nous ne sommes pas seulement face à une demande de divorce standard. Nous sommes face à un schéma de préparation financière délibérée concomitante à l'affaire. Cela a du poids devant les tribunaux. Quelle est notre prochaine étape, ai-je demandé. Je dépose le dossier lundi matin, a dit Ince. Et je veux inclure des termes concernant la question de la paternité dès le début. Ne laissez pas cela être ignoré. Cela doit être au premier plan. J'ai accepté. Après avoir raccroché, je suis resté un moment, sans penser à rien de particulier, laissant simplement la journée se décompresser. Dehors, le chien de Bart aboyait après quelque chose dans le jardin. L'arroseur d'un voisin parcourait lentement son arc de va-et-vient. La vie normale continuait autour de moi. Je m'y remettrai. Ce serait juste différent de ce que j'avais prévu. Robert Ince a déposé la demande de divorce le lundi matin. Le mardi après-midi, l'avocate de Colline, une femme nommée Deborah Strand, qui avait la réputation d'une position initiale agressive, avait répondu par une contre-requête qualifiant ma demande de prématurée, émotionnellement réactive et contraire aux meilleurs intérêts de l'enfant mineur. Le langage était poli et délibéré, le genre de formulation conçue pour me dépeindre comme un homme qui avait abandonné sa famille dans un moment de crise. J'ai lu la contre-requête à mon bureau chez Dellwood pendant ma pause déjeuner, j'ai mangé la moitié d'un sandwich et je suis retourné au travail. Ince m'avait préparé à cela exactement. Elle va essayer d'établir un récit avant vous, m'a-t-il dit lors de notre appel de lundi. La chose la plus puissante que vous puissiez faire à court terme est de ne lui donner rien à quoi répondre. Pas de déclarations publiques, pas de confrontations émotionnelles, pas de réseaux sociaux. Laissez-la construire son histoire dans le vide. Les vides s'effondrent. Alors, je n'ai rien dit. Je n'ai pas appelé d'amis communs pour donner ma version. Je n'ai pas répondu aux 2 messages que j'ai reçus de la sœur de Colline, Brenda, qui tendait clairement la main au nom de Colline. Le deuxième disait, parle-lui juste, Franck, elle a vraiment du mal. Et je l'ai regardé pendant environ 10 secondes avant de poser mon téléphone face contre terre sur l'établi. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas changé mes photos de profil. Je suis allé au travail, suis rentré dans la chambre d'amis de Bart, j'ai dîné et j'ai dormi. Ce que je ne savais pas au début, c'est à quel point Colline était occupée de son côté. Bart m'a dit environ une semaine après le dépôt des documents qu'il avait reçu un appel de notre ami commun Len Prior,
un gars que nous connaissions tous les deux depuis l'époque de la Carvey Manufacturing, lui demandant si Franklin allait bien et si l'histoire qui courait était vraiment vraie. Quand Bart a demandé quelle histoire, Lynn a dit que Colin avait contacté plusieurs personnes en disant que j'avais eu une crise de nerfs à l'hôpital, que je l'avais abandonné, elle et le bébé, dans son moment le plus vulnérable. Et que je faisais maintenant des menaces légales vindicatives par fierté blessée. J'ai classé cela sans réagir. La deuxième information est venue d'Alan Weaver, mon chef de service chez Dellwood. Il est passé à mon poste de travail un jeudi et m'a demandé tranquillement si tout allait bien parce que ma femme avait appelé le numéro principal du bureau pour me joindre et que la réceptionniste le lui avait mentionné. Elle a appelé mon lieu de travail, pas mon portable, le numéro principal. J'ai remercié Alan, lui ai dit que je gérais une situation personnelle et que j'apprécierais que les appels de ma femme soient dirigés vers ma messagerie vocale, et non acheminés par le bureau. Il a hoché la tête sans insister. 2 jours plus tard, j'ai appris de Ince que Colin avait engagé une consultante en communication de crise, une professionnelle des relations publiques locales spécialisée dans ce que son site web appelait la « gestion du récit personnel » lors des « transitions familiales très conflictuelles ». Elle payait quelqu'un avec des fonds communs pour gérer la façon dont le public percevait son divorce. Ince a inclus la documentation du paiement dans notre dépôt supplémentaire. Le juge, m'a-t-il dit, était peu susceptible de voir d'un bon œil l'utilisation de biens matrimoniaux pour financer une campagne de publicité. Pendant ce temps, l'avocat de Darnell Okafor avait envoyé une lettre à l'avocat de Colin déclarant formellement que son client n'avait aucune revendication paternelle ni aucun intérêt dans un enfant mineur né le 14 avril. Il se retirait proprement, laissant Colin faire face à une situation qu'elle avait passé 14 mois à orchestrer soigneusement, et elle la gérait seule. Je ne prétendrai pas que cela ne m'a pas donné une satisfaction sombre. La particularité de rester silencieux lorsque quelqu'un essaie de vous définir, c'est que cela demande une discipline particulière. Chaque instinct vous pousse à riposter, à corriger les faits, à vous assurer que les gens connaissent la vérité. Mais la vérité était dans les documents. Elle était dans les relevés de cartes de crédit, les registres de l'hôtel, le testament modifié, le fil LinkedIn reliant Anne Brigg au cabinet de Darnell Okafor. La vérité n'avait pas besoin de moi pour être portée. Elle pouvait se porter elle-même. Ce que le silence m'a donné, c'est le contrôle, et le contrôle était, à ce moment-là, la chose la plus précieuse que je possédais. 3 semaines après le dépôt de la demande, j'ai emménagé dans un appartement de 2 chambres dans l'est de la ville. Bart m'a aidé à transporter les cartons un samedi matin. L'endroit était propre, calme et entièrement vide de tout ce qui ne m'appartenait pas. J'ai installé mon établi dans la 2e chambre, déballé la boîte à outils de mon père, et ce soir-là, j'ai commencé à travailler sur une petite table d'appoint en chêne. Rien de spécial, juste quelque chose à faire de mes mains. L'appartement sentait la peinture fraîche et la possibilité. Je commençais à me souvenir ce que cela faisait. 3 semaines après que j'ai déposé ma demande, Colin est venu à Dellwood Industrial. J'étais sur l'atelier, en train de diagnostiquer la ligne de presse secondaire, quand Alan Weaver est apparu à mon coude et m'a dit tranquillement qu'il y avait une femme à la réception qui me demandait par mon nom et qu'elle n'acceptait pas que je ne sois pas disponible comme réponse. Je savais avant qu'il ne finisse la phrase. J'ai dit à Alan que je m'en occuperais, je me suis lavé les mains à l'évier de l'atelier et j'ai monté à la réception. Colin se tenait près du bureau d'accueil, dans un blazer gris, le porte-bébé dans une main, son visage composé de cette manière prudente et professionnelle qu'elle utilisait quand elle avait besoin de projeter du contrôle. Plusieurs personnes dans l'espace ouvert avaient déjà levé les yeux. « Nous devons parler », a-t-elle dit comme si nous reprenions une conversation du matin. « Ce n'est pas le lieu », ai-je dit. J'ai gardé ma voix égale et mon expression neutre. « Et nous avons des avocats pour une raison. Tu as bloqué mes appels. » Sa voix avait maintenant un léger tranchant. « Tu ne peux pas simplement me couper complètement, Franklin. Nous avons été mariés pendant 9 ans. J'en suis conscient, ai-je dit. C'est pourquoi j'ai un avocat qui gère la communication au lieu de faire quelque chose que je regretterais. Je te suggère de faire de même. » Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle. La réceptionniste, 2 ingénieurs faisant semblant de lire des documents. Un gars de l'expédition figé à mi-chemin de se verser un café. Colin avait toujours été doué pour lire une pièce. Elle a baissé la voix. « Tu fais ça pour me punir. Tu le sais. Tout ce que tu as construit, la stratégie juridique, le silence, tout ça. C'est pour me faire sentir aussi petite que possible. » Je l'ai regardé fixement.
Je fais ça parce que tu as passé 14 mois à me mentir. Utiliser notre argent pour avoir une liaison et réécrire un testament. Laisser construire une chambre de bébé pour un enfant dont tu savais qu'il n'était pas le mien. Puis tu as déposé les documents avant que je ne puisse les déposer moi-même. Je ne te punis pas, Colin. Je me protège. Il y a une différence et tu le sais. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. S'il te plaît, ne viens plus jamais sur mon lieu de travail, ai-je dit. Si tu le fais, je demanderai à la sécurité de t'escorter dehors. Et c'est une conversation que ni l'un ni l'autre ne voulons avoir devant un public. Je me suis tourné vers Alan qui se tenait à une distance discrète. Alan, pourriez-vous raccompagner mademoiselle Hurst? Il a hoché la tête. Je suis retourné à l'atelier. Ma main était ferme. Ma respiration était régulière. J'étais légèrement surpris des deux. 4 jours plus tard, un samedi matin, j'étais dans mon atelier d'appartement, façonnant le pied d'une table d'appoint quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif régional 513, Cincinnati. J'ai failli laisser la messagerie vocale. Quelque chose m'a fait répondre. Est-ce Franklin Hurst? Une jeune voix masculine. Prudente et un peu incertaine. C'est lui. C'est Dustin. Une pause. Dustin Hurst, votre fils. J'ai posé le rabot très lentement. Dustin avait 19 ans. Sa mère, Karen, et moi avions été ensemble brièvement à la trentaine. Une relation sérieuse qui n'avait pas survécu aux pressions de 2 carrières exigeantes et d'une grossesse que ni l'un ni l'autre n'avions prévue. Nous nous étions séparés sans hostilité, mais sans réelle proximité non plus. Karen avait déménagé à Cincinnati avec Dustin quand il avait 3 ans. Je payais fidèlement la pension alimentaire, je rendais visite quand je pouvais, ce qui dans les premières années était plus que ce que cela est devenu plus tard. Au moment où Dustin était adolescent, notre relation s'était amincie à des appels pour les anniversaires et des dîners occasionnels et embarrassants lorsque son école l'amenait près de Columbus. Je n'avais jamais cessé de ressentir le poids de cette distance. Je l'avais simplement accepté comme une conséquence des choix que j'avais faits quand j'étais plus jeune et moins prudent. Dustin, ai-je dit, comment as-tu appris? Maman a vu quelque chose sur Facebook. Un ami commun à vous, je crois. Elle m'a dit les bases. Une autre pause. Je sais que nous n'avons pas beaucoup parlé, mais je voulais appeler. Sa voix s'est affermie. C'est une chose abominable à faire à quelqu'un. Ce qu'elle t'a fait? Je voulais juste dire ça. Je me suis assis sur le tabouret de l'atelier, dehors. Quelqu'un tondait une pelouse. J'apprécie ça, ai-je dit. Plus que tu ne le sais. Nous avons parlé pendant 45 minutes. Pas du divorce. Pas beaucoup en tout cas. Nous avons parlé de son travail dans un atelier de réparation automobile à Blue Ash, de la façon dont il suivait des cours du soir en ingénierie automobile, de la façon dont allait sa mère. Je lui ai parlé de Dellwood, de la menuiserie, de l'appartement qui commençait à me sembler mien. Avant qu'il ne raccroche, il a dit, « J'aimerais venir un de ces jours si ça te va. » Plus que bien, ai-je dit. Dis-moi quand. Il est venu le samedi suivant, est apparu à ma porte à 10 heures, vêtu d'un sweat à capuche gris et de bottes de travail, grand comme j'étais à son âge, avec la couleur de peau de Karen dans ma mâchoire. Nous nous sommes serrés la main dans l'entrée et puis, après une demi-seconde de quelque chose de tacite entre nous, il a avancé et nous nous sommes embrassés brièvement, solidement, comme le font les hommes quand le sentiment compte, mais qu'aucun ne va en faire une scène. Nous avons passé l'après-midi dans l'atelier. Il connaissait bien les outils. Karen s'en était apparemment assurée, ce qui a renouvelé mon respect pour elle. Je lui ai montré la table sur laquelle je travaillais. Il a posé des questions qui m'ont dit qu'il avait déjà fait ce genre de travail. Ton grand-père m'a appris, lui ai-je dit en passant une main sur le grain du chêne. J'avais à peu près ton âge. Il a regardé le bois un instant. Peut-être pourrais-tu m'apprendre le reste. Je n'ai rien dit. Je lui ai tendu le rabot et lui ai montré l'angle. La première audience formelle du tribunal a eu lieu un mardi de juin. Robert Ince avait passé la semaine précédente à m'expliquer à quoi m'attendre, examen initial des divulgations d'actifs, la motion de déclaration de paternité et ce qu'il appelait l'audience de positionnement. La session où les deux parties établissent leur récit devant le juge, et la véritable forme de l'affaire devient claire. Colin est arrivé avec Deborah Strand et un deuxième avocat que je ne reconnaissais pas.
Strand était poli et préparé, le genre d'avocat qui contrôle une pièce par sa simple présence délibérée. Le deuxième avocat, j'ai appris plus tard, s'occupait des affaires de communication familiale. Colin avait fait venir un spécialiste du récit. Je me suis assis avec Ince à notre table et je ne l'ai pas regardé. L'audience était peu fréquentée, une poignée de personnes que je ne reconnaissais pas immédiatement, et dans l'avant-dernière rangée, à gauche, une petite femme aux cheveux blancs vêtue d'un gilet bleu marine, les mains croisées sur ses genoux. Ma mère, Virginia Hurst, 76 ans, qui ne m'avait jamais dit quoi faire de sa vie, mais qui n'avait jamais manqué de se présenter quand cela comptait. Je ne l'avais pas informée de l'audience. Elle l'avait appris par Bart, apparemment, et avait conduit 40 minutes depuis Westerville sans me dire un mot à ce sujet. J'ai croisé son regard brièvement à travers la pièce. Elle m'a fait un petit signe de tête, le même signe qu'elle m'avait fait aux funérailles de mon père et à ma remise de diplôme universitaire, à chaque moment de ma vie où le message était simplement « Je suis là ». Continue. Je me suis retourné vers l'avant de la salle. La juge Patricia Drummond, âgée d'une 60aine d'années, était efficace et dénuée de sentimentalisme. Elle a rapidement traité les questions préliminaires, puis a abordé directement la motion de paternité. Strand s'est levé immédiatement. Votre honneur, ma cliente reconnaît les circonstances de la naissance. Cependant, M. Hurst a été un participant volontaire à la grossesse, a démontré une préparation paternelle constante et a créé une attente de paternité qui engendre une obligation équitable. Monsieur le conseiller, la voix de la juge Drummond n'était pas forte. Il n'était pas nécessaire qu'elle le soit. Votre cliente reconnaît-elle que M. Hurst n'est pas le père biologique de l'enfant mineur? Strand a brièvement consulté Colin à voix basse. Oui, votre honneur. Et votre cliente reconnaît-elle que M. Hurst n'en a pas été informé avant la naissance? Une pause plus longue. Oui. La juge Drummond a pris une note. Alors, je ne suis pas sûr de l'argument équitable que vous construisez, mais j'en entendrai le reste par écrit. Monsieur Ince. Ince s'est levé et a présenté au juge notre documentation avec la précision mesurée d'un homme qui sait que ses preuves sont suffisantes et n'a pas besoin de trop en faire. Les relevés de carte de crédit, les frais d'hôtel recoupés avec le calendrier de Colin. L'amendement du testament daté de 7 mois auparavant, 2 mois après le début de la grossesse, le lien Tanné-Briggs, la dénégation formelle de paternité de Darnell Okafor. Quand Ince a mentionné le consultant en relations publiques retenu avec des fonds communs après le dépôt des documents, la juge Drummond a levé les yeux de ses notes pour la première fois depuis qu'il avait commencé à parler. Fonds matrimoniaux communs, a confirmé Ince, utilisé après le dépôt des documents pour engager un professionnel de la communication dans le but de gérer la perception publique du divorce. La juge a regardé Strand avec une expression qui n'était pas tout à fait de la désapprobation, mais qui s'en approchait. Strand a dit prudemment, ma cliente gérait une situation personnelle très difficile, votre honneur. Et en dépensant des biens communs pour une stratégie de publicité, a dit la juge Drummond, ce n'était pas une question. Dans le public, j'ai entendu un petit bruit, pas tout à fait un halètement. Une des amies de Colin, une femme nommée Bev, qui avait toujours trouvé son sourire forcé légèrement insupportable, avait la main sur la bouche. 2 sièges plus loin, une autre femme qui avait assisté à notre réception de mariage fixait la table devant elle. Le récit que Colin avait construit pendant 6 semaines se dissolvait sous la lumière fluorescente de la salle d'audience. Non pas parce que j'avais dit quoi que ce soit, mais parce que les documents disaient tout. Après l'audience, dans un couloir au sol de marbre à l'extérieur de la salle d'audience, le deuxième avocat de Colin s'est approché de Ince avec un mot discret, une conversation pour un règlement. Colin était prête à discuter de conditions révisées. Ince me l'a rapporté dans le parking. Dis-leur que j'écoute, ai-je dit, et dis-leur d'apporter quelque chose de concret. Sur le chemin de la voiture, j'ai croisé ma mère, qui attendait près de l'ascenseur. Elle a tendu la main et a posé brièvement une main contre ma joue. La façon dont elle l'avait fait quand j'étais petit et que je m'étais écorché le genou et que j'avais besoin de savoir que le monde était toujours stable. Ton père serait fier, a-t-elle dit doucement. J'ai couvert sa main de la mienne un instant. Puis je l'ai accompagnée à sa voiture, je me suis assuré qu'elle avait ses clés, et je suis resté dans le garage jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au tournant. La négociation du règlement a duré 11 jours. Deborah Strand a envoyé la première proposition révisée le matin suivant l'audience. Ince me l'a transmise chez Delwood pendant ma pause déjeuner, et je l'ai lue à mon bureau avec un sandwich que j'avais déjà oublié.
La proposition était meilleure que la position initiale de Strand, mais restait basée sur l'hypothèse que je voudrais éviter un processus public prolongé. Il y avait une clause exigeant une non-divulgation mutuelle, une autre m'obligeant à ne faire aucune déclaration publique sur les circonstances de la naissance. J'ai appelé Inns depuis mon camion dans le parking. Ils veulent un bâillon déguisé en accord mutuel, ai-je dit. C'est une caractérisation juste, a-t-il répondu. Contre-proposer nos conditions originales. Partage complet des biens respectant la documentation d'héritage sur la maison. La propriété du Vermont reste entièrement mienne et aucune clause de non-divulgation de quelque nature que ce soit. La déclaration de paternité passe quoi qu'il arrive. Ils n'aimeront pas cette dernière partie. Je sais, ai-je dit. Envoyez-la quand même. Ce qui a accéléré les choses, c'est quelque chose que je n'avais pas orchestré et que je n'attendais pas Hardrove Consumer Group à mener un examen interne. Cela a commencé, autant que je puisse reconstituer plus tard, lorsque quelqu'un du service de conformité de Hardrove a remarqué des irrégularités dans les rapports de dépenses départementaux. En particulier des frais de restaurant et une réservation d'hôtel qui avaient été soumis au remboursement dans le cadre des budgets de divertissement client. La chronologie correspondait précisément aux frais de notre voiture commune. Tanner Brigg, il s'est avéré, avait soumis certaines des dépenses personnelles de Colin via le système de dépenses de l'entreprise. Qu'il l'ait fait sur ses instructions ou de sa propre initiative pour masquer ses traces, je ne l'ai jamais appris. Mais le résultat a été le même. Hardrove a mis Colin en congé administratif en attente d'enquête un jeudi matin, exactement 4 semaines après l'audience du tribunal. Il s'en a entendu parler par le processus de découverte et m'a appelé cet après-midi-là. Ces documents de revenus viennent de changer de manière significative, a-t-il dit. Cela affecte sa position financière dans le règlement et sape considérablement l'influence de son avocat. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti quelque chose de plus calme que cela. La sombre reconnaissance que l'architecture de la tromperie que Colin avait construite s'effondrait comme le font toujours les structures mal conçues. Pas d'un seul coup, mais pièce par pièce. Chaque échec déclenchant le suivant. 3 jours plus tard, Strand a envoyé une nouvelle proposition. Elle acceptait nos conditions originales sur la maison et la propriété du Vermont. Elle abandonnait la clause de non-divulgation. Le seul point de négociation restant était le calendrier de la déclaration de paternité. J'ai dit à Inns de leur donner 48 heures pour la question de temps et pas 1 heure de plus. Ils ont accepté dans les 24 heures. Le matin où les papiers finaux ont été signés, j'étais chez Delwood à 6 heures. J'ai effectué 2 cycles de diagnostic complets sur la ligne de presse. J'ai rédigé un rapport de maintenance que j'avais repoussé et j'ai déjeuné avec 3 gars de l'équipe de l'atelier qui ne savaient rien de ma vie personnelle et parlaient entièrement de baseball et d'un camion que l'un d'eux était en train de réparer. C'était le meilleur déjeuner que j'ai eu depuis des mois. Darnell Okafor, j'ai appris par un contact professionnel plusieurs semaines plus tard, avait discrètement fermé son bureau de Columbus et déménagé à Atlanta. Que cela soit lié à nos procédures ou à quelque chose d'autre entièrement, je ne saurais le dire. Je n'ai pas passé beaucoup de temps à y penser. Ce à quoi j'ai pensé, assis dans mon appartement ce soir-là avec un verre d'eau et la table d'appoint que j'avais presque terminée, c'était Tanner Brigg, 27 ans, probablement sans emploi. Sa réputation professionnelle dans une ville de la taille de Columbus effectivement anéantie par les choix qu'il avait faits pour des raisons que je ne comprendrai jamais entièrement. Je n'ai pas eu pitié de lui, mais je n'ai pas non plus ressenti grand-chose d'autre. Il avait pris ses décisions, comme tous les autres dans cette histoire. La table d'appoint en chêne était terminée à 22 heures. Je me suis assis contre le mur, j'ai posé la photo de mon père dessus, et je me suis reculé. Elle avait l'air juste. Des mois après la finalisation du divorce, Dustin a déménagé à Columbus. Il n'avait pas annoncé cela comme un arrangement permanent. Il avait dit qu'il envisageait de transférer son apprentissage dans un atelier à Hilliard, que le coût de la vie à Cincinnati devenait déraisonnable, qu'il voulait être plus proche de sa famille. Il a prononcé le mot « famille » de la façon dont les jeunes hommes disent des choses qu'ils pensent, mais ne sont pas tout à fait prêts à en faire une déclaration franche, comme une évidence, vous défiant de répondre de la même manière. Je l'ai aidé à déménager un samedi d'octobre. Nous avons chargé son camion et le mien et avons fait 2 allers-retours vers un appartement d'une chambre à 12 minutes du mien. Le soir, nous avions assemblé ses meubles, commandé des pizzas et nous nous sommes assis par terre dans son salon parce que son canapé n'arrivait que le lundi. Pas mal, a-t-il dit en regardant les murs nus et les cartons empilés.
Il y a du travail, ai-je acquiescé. Je connais un gars, a-t-il dit. J'ai regardé mon fils, 19 ans, les outils à la main depuis qu'il savait marcher, conduisant 40 minutes pour rendre une clé à molette, se présentant à ma porte parce que c'était juste, et j'ai pensé à mon père, qui m'avait appris à construire des choses et m'avait transmis ses outils et était mort sans savoir qu'il aurait un petit enfant. Le cercle de cela avait un sens significatif que je n'ai pas essayé de mettre en mots. Nous avons mangé des pizzas et parlé jusqu'à près de minuit. Avant de partir le lendemain matin, il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte et a dit « Je sais que ce n'est pas comme tu l'avais prévu, mais pour ce que ça vaut, je suis content d'être ici. » Moi aussi, ai-je dit, plus que tu ne le sais. Virginia est venue pour Thanksgiving. Bart et sa femme sont venus. Dustin est venu. Nous avons mangé à ma table de salle à manger. La table en merisier que j'avais fabriquée moi-même à partir d'une dalle que j'avais trouvée dans une cour de récupération du comté de Delaware. Poncée jusqu'au grain et finie avec 3 couches d'huile danoise. 7 personnes autour d'une table que j'avais faite de mes propres mains dans un appartement qui, pour la première fois, me semblait entièrement le mien. Ma mère s'est assise au bout de la table et a dit la grâce, la même grâce qu'elle avait dite à chaque Thanksgiving dont je me souvenais. Et j'ai regardé Dustin incliner la tête aux côtés de personnes qu'il ne connaissait que depuis quelques mois et j'ai pensé, c'est ainsi que les choses se reconstruisent, non pas par des gestes dramatiques, mais par des soirées ordinaires qui s'accumulent pour former quelque chose de solide. Le divorce m'avait enlevé quelque chose en quoi je croyais entièrement. L'avenir que j'avais peint en jaune et meublé de chêne blanc et rempli de livres. C'était parti, et je n'allais pas faire semblant du contraire. Mais l'homme qui avait construit cette chambre d'enfant était toujours là. Ses mains savaient toujours quoi faire. Et la table autour de laquelle nous étions assis était la preuve qu'il pouvait construire quelque chose de réel à partir des matériaux qui restaient. J'ai rempli les verres de tout le monde et j'ai passé les petits pains. C'était un bon point de départ.